Bienvenue! Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet absolument fascinant, le potentiel de notre cerveau pendant la méditation profonde. On va s'appuyer sur le modèle de Joe Dispenza pour explorer ce voyage incroyable à l'intérieur de notre propre neurologie et voir comment elle pourrait bien changer notre réalité. Alors la grande question qu'on se pose, c'est celle-ci. Que se passe-t-il concrètement dans notre cerveau quand on atteint cet état de méditation profonde? Eh bien la réponse commence par une idée qui est à la fois très simple et assez surprenante. Tout commence avec ce concept, passer de quelqu'un à personne. Ça peut sembler un peu étrange, voire contre-intuitif, n'est-ce pas? Pourtant, c'est cette étape de détachement de notre identité physique qui est la clé pour démarrer un changement neurologique vraiment profond. On y est, la toute première étape de ce voyage. Ça consiste en un déplacement radical de notre attention. On arrête de regarder vers l'extérieur et on se tourne profondément vers l'intérieur, en se déconnectant en quelque sorte du monde qui nous entoure. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, être quelqu'un? C'est simple. Notre identité, au quotidien, elle est définie par des éléments extérieurs. Notre attention est constamment accrochée aux gens qu'on connaît, aux objets qu'on possède, à notre environnement et bien sûr, à notre propre corps. Donc, le but du jeu, si on peut dire, c'est de faire un pas en arrière, de retirer consciemment son attention de tout ça, arrêter de penser à tous ces points de repère qui définissent qui on est dans notre monde en 3 dimensions. Et alors, que se passe-t-il quand on réussit à faire ça, à retirer son attention? Eh bien, la conséquence neurologique est directe, presque immédiate. Le cerveau commence à changer physiquement son activité. En fait, c'est une relation de cause à effet très logique. Moins le cerveau a d'informations extérieures à analyser, les gens, les problèmes, les lieux, plus ces ondes ralentissent. Il passe d'un état d'alerte, d'analyse constante, à un état de calme, d'ordre intérieur. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On entre dans la phase de synchronisation du cerveau. C'est à ce moment-là que le processus devient incroyablement puissant. On atteint un état d'harmonie, de ce qu'on appelle la cohérence neurologique. Imaginez un peu la scène. L'avant et l'arrière du cerveau, qui sont normalement occupés à des tâches bien distinctes, se mettent à vibrer ensemble, à l'unisson. L'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, souvent en opposition, se mettent à communiquer de manière totalement fluide. La transformation est radicale. On passe d'un état cérébral incohérent, où toutes les parties du cerveau travaillent un peu chacune de leur côté, à un état de cohérence totale. Le cerveau devient unifié, synchronisé, un tout organisé qui fonctionne comme une seule et même entité. Ce n'est pas juste un processus biologique, c'est plus que ça. L'expression utilisée est celle d'une union psychique. On parle d'un véritable état de complétude neurologique. C'est puissant comme image. Et le point crucial, il est là. Cet état de cohérence, ce n'est pas une fin en soi. C'est en fait la clé. La clé qui ouvre la porte qui sépare notre esprit conscient de notre esprit subconscient, beaucoup plus puissant. Une fois qu'on a franchi cette porte, on entre dans un état complètement nouveau, un lieu différent. La source appelle ça l'éternel moment présent. C'est un royaume de pure potentialité. Essayons de définir ce concept. C'est un domaine qui va au-delà de notre réalité physique. Un espace où il n'y a ni passé, ni futur. Dans ce présent éternel, toutes les réalités possibles existent déjà. Pas comme des choses concrètes, mais comme de pure potentialité, de pure pensée. Et là, attention, il y a une nuance super importante. Dans cet état, le but n'est pas de créer quelque chose à partir de rien. C'est plutôt d'observer, de prendre conscience des possibilités infinies qui existent déjà dans ce qu'on appelle le champ quantique. Bon, on a vu comment atteindre cet état. Maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on peut utiliser ça? C'est là qu'on arrive à l'étape finale, ce que la source appelle la loi de la création. Le principe de base, il est là. L'expérience qu'on vit intensément dans notre monde intérieur devient, en quelque sorte, le plan, le modèle de ce qui va se manifester dans notre réalité extérieure. Alors comment ça marche concrètement? Le processus est assez direct. D'abord, on choisit une de ces possibilités. Ensuite, on la vit à l'intérieur avec tous nos sens. Puis, et c'est l'étape cruciale, on l'embrasse avec une émotion forte, positive. Et selon ce modèle, la manifestation dans notre réalité devient alors inévitable. J'insiste vraiment sur ce point parce que c'est le moteur de tout le processus. C'est le mariage entre une intention claire, la pensée, et une émotion élevée, le ressenti, qui envoie le signal pour manifester cette nouvelle réalité. L'émotion, c'est le catalyseur. Tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Une question assez vertigineuse en fait. Si ce modèle est juste, si on a vraiment le potentiel d'accéder à un champ de possibilités infinies et d'en faire une réalité, alors quelle réalité choisirait-on de créer?